Salut, salut. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un... Tu sais ce qui se passe là? Non? Moi non plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Ma Bulle, le podcast. Aujourd'hui... Mec, j'avais une idée pour étoffer cette phrase d'intro. Mec, on peut pas l'étoffer plus. Faudrait faire du macramé pour l'étoffer. T'as vu, maintenant tout le monde sait ce que c'est du macramé. On a envoyé des gens chercher. Attends. J'ai eu des DM en rapport avec ça. C'est vrai? Ouais, ils m'ont dit c'est des nœuds de cordelettes et tout. Mec, t'as vraiment des DM sur des gens qui te posent des questions à propos du macramé? Non, qui me donnent les réponses. c'est pas la même chose. Ah. C'est ce qu'on s'était posé les questions, nous, dans le précédent podcast. Mais ouais, je me disais, bienvenue dans ma bulle et dans la vôtre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ou un truc comme ça, tu peux pimper la phrase. C'est vrai. Parce que les gens arrivent dans la tienne, oui peut-être, mais enfin, c'est aussi dans la leur, tu vois. Il y a un Mhm. côté, soyez dans cette bulle de paix avec nous autres, bande de gens, tu vois, c'est ça. Ouais, mais... Moi j'aime bien le fait que ce soit le podcast. Non, mais après tu dis le podcast. On va essayer. Bonjour à tous, bienvenue dans Ma Bulle. Et un peu dans la vôtre aussi, mais faut pas déconner, c'est mon partage. Le podcast. Comme ça? Un truc comme ça, après ça tu sera peux, bien, tu ça, peux, c'est une bonne peut-être phrase. enlever le dédain, mais C'est ouais. pas du dédain, c'est vas-y, je vous file un petit peu de ça. Un petit peu, D'accord. un petit peu. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Alors, je sais pas comment présenter ça bien. Donc aujourd'hui, en gros, on va parler de l'histoire de la vie de Blouson au sommet, qui est actuellement à côté de moi. C'est pas ce que tu m'avais dit, tu m'as dit Bah, l'hypnose. Ouais, Mais mais ma vie, mec, il y aurait tellement à dire. non, mais oui, mais quand je dis dans ta vie, c'est en gros, t'es né hypnothérapeute et tu es devenu youtubeur. Je C'est suis comme pas ça, né- Non, c'est pas comme ça. T'es pas né hypnothérapeute. Ah non, pas J'ai du tout. trompé quelque chose alors. Après, quelque part, on peut y voir un sens dans ce que tu viens de dire. C'est vrai que je suis né dans un endroit et dans un environnement qui m'ont fait avoir un vécu qui m'a amené à être hypnothérapeute. Alors là, le fait est. Moi, c'est des questions que je me pose. En vrai, hein, pour recentrer le sujet, on va parler de l'hypnothérapie. Donc avec Blouson qui sera maître conférencier à la faculté du Bendo. Bonsoir. C'est facile. Pour ceux qui sont dans l'audio, j'adopte le faciès là, du conférencier. Genre, il y a un faciès de conférencier. Mais celui-là, je suis en train de. Tu crois peut-être que je fais les choses au hasard, Vinny ou... Et moi, il y a une question sur laquelle je veux commencer. Et après, t'as quartier roue libre. Et genre, pourquoi t'as voulu C'est que faire... je suis un roue libre. Non, t'es une boîte auto. Mec, ça n'a nul sens quoi. Je sais. Ça me plaît beaucoup. Et donc, ouais, c'est ça, c'est pourquoi t'as voulu faire de l'hypnothérapie. Ah, le pourquoi d'abord. Déjà, le pourquoi. D'accord. Parce que, enfin, j'imagine que c'est la question de base. Genre, tu te dis, je veux faire ça parce que ça, et après, tu le fais. Ouais, exact. C'est la question de base pour, bien sûr, quelqu'un qui a des métaprogrammes comme toi, référence interne, globale, voilà. Par exemple. Ah, c'est l'hypnothérapeute qui parle. Ah bah, tu m'as demandé. Donc... C'est vrai, c'est vrai. Ah, Donc, je vais ouais. morfler sur ce podcast. Mais donc, eh bien, pourquoi? Je crois que j'en ai touché peut-être déjà quelques mots dans notre podcast, mais je suis pas sûr, j'ai oublié. On a fait tellement de podcasts, mec. On a fait 10, mec. Déjà? Bah, c'est le 9ème qui sort, mais techniquement, c'est la 10ème vidéo. Parce que tu parles de la vidéo plus courte que t'as fait. Ah non, c'est le 9ème podcast. Celle-là, elle est pas encore sortie. On est sur Ouais. le 9ème podcast, mec. Ouais, quoi. Oh, fichu histoire. On a fait 9. Dis donc. Eh bien, le pourquoi, j'étais perdu dans l'orientation qu'on te demande d'avoir. Tu sais, on te dit, faut faire quelque chose. Ouais. Et toi, t'es là, t'es perdu. T'es pas prêt. Toi, t'as une âme d'artiste. Je parle de moi, en fait. Normalement, c'est en 4ème quand t'as 14 ans. On te dit, il faut que tu saches ce que tu veux faire de ta vie. C'est ça, ouais. Ah. C'est ça, déjà, rien que quand il faut choisir la spécialité S ou quoi, ou ES, après, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais bon, de mon temps, c'était comme ça. Fallait choisir. Et donc, bref, j'ai vécu la perdition de l'orientation. Donc, j'ai été en informatique. Parce que, juste, j'aimais bien l'informatique. Mais j'ai très vite compris que je voulais pas faire ce travail-là. Et donc, après, je me suis retrouvé au milieu de l'année à. Oui. T'as fait une fac d'info? Ouais, enfin, c'est une école privée, tu sais, c'est un truc à 6000 l'année que Ah ouais. tu revois jamais, quoi. Et donc, ça, Wow. c'est pas le meilleur cadeau que j'ai fait à papa-maman. Ils m'ont offert cette année. Bon, c'était pas bien utile, mais très gentil de leur part. Et donc, au final, je me suis dit, mais en fait, ma réponse, elle est là. Je suis perdu. Je suis dans le mal. J'étais vraiment dans la dépression et tout. Je vivais beaucoup d'épreuves, notamment dues à ma timidité, à mes problématiques de confiance en moi, etc., qui m'ont amené à me renfermer sur moi-même et à être seul face aux problèmes. Et là, je me suis dit, mais il y a d'autres gens qui sont seuls face aux problèmes,
qui ont, là maintenant, toi, vas-y, je me suis dit, toi t'as 20 ans, mais il y en a qui sont encore dans les 14, 16, 18 ans, qui traversent les problématiques Ouais. que tu as déjà traversées. Et, et je me suis dit, bah en fait, ça serait extrêmement agréable, épanouissant de les aider. J'ai senti ça, tu vois, j'ai senti un truc, et là j'ai eu la première fois l'idée de vocation. Je me suis dit, ça me parle vraiment. C'est pas juste, ouais, j'aime l'informatique, tu vois. Ça m'intéressait vraiment, quoi. Et donc après, j'ai cherché comment aider l'autre, sachant qu'il existe moult méthodes. Il y en a plein, C'est vrai. parfois même parler, hein, sans que ce soit ton métier, tu parles à quelqu'un, tu peux l'aider. Et parmi mes recherches, à un moment, je tombe sur l'hypnose, mais plutôt de spectacle. Donc j'ai découvert ce que c'était le mot hypnose et tout ça, quoi. Bah c'est ça, c'est que la plupart des gens, moi compris, à la base quand tu parles d'hypnose, c'est le mec qui est sur scène et qui dit vous dormez. Ouais. Et hop, tout le monde dort. Bah, c'est comme ça que j'ai connu moi aussi, hein. Et donc, je trouvais ça impressionnant, mais je savais pas vraiment qu'on pouvait faire de la thérapie avec ça. Et après, je sais plus dans quel ordre ça s'est produit, mais voilà, je suis tombé sur le fait que hypnose et thérapie, ça pouvait aller ensemble aussi. Putain, c'est incroyable. Et, et là, au début, c'était mystérieux et attrayant, tu De vois. ouf. J'avais l'impression de découvrir un super pouvoir. Hmm. Mais en fait, c'est très romancé. Et c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est de déconstruire quelques idées reçues sur l'hypnose, que ce n'est pas ce que les gens croient, quoi. Et donc, mais ça m'a rassuré quand je m'y suis formé. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a du pragmatisme dedans, il y a Ouais. quelque chose d'explicable aussi. Il y a même des études scientifiques qui prouvent l'existence de l'état d'hypnose. Il y a des explications sur le pourquoi tout le monde est hypnotisable, alors qu'il y a plein de gens qui disent non, moi ça marche pas. Bah c'est ça, et je Voilà. pense que c'est compliqué parce que quand tu parles d'hypnose, il y a toujours les gens qui vont dire non mais l'hypnose c'est un truc de charlatan, ça Mhm. marchera jamais et tout. Ouais. Et au final, de plus en plus, je me rends compte que l'hypnose c'est pas du tout ça, bah c'est ce que tu dis, c'est même dans la vie de tous les jours, tu peux le faire quand tu parles à quelqu'un et que tu parles avec les bons mots, Mhm. bah ça fonctionne. C'est ça, il y a plein de gens d'ailleurs qui sont tellement charismatiques qui vont naturellement induire un état d'hypnose chez les gens. Les gens vont dire waouh, qu'est-ce qu'il parle bien. The Pendant, Rock. voilà, pendant 20 minutes, je l'ai écouté, j'ai pas vu le Ouais. temps passer. Bah, ça, c'était déjà un petit état d'hypnose, mais les gens l'appellent pas comme ça. Et en fait, quand les gens vont s'attaquer à une hypnose qui ne serait pas possible en disant on peut pas endormir les gens, on peut pas contrôler les gens, c'est ce qu'on appelle un procédé de manipulation, c'est l'homme de paille, ça s'appelle. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir des argumentaires négatifs envers quelque chose qui n'existe pas. Ils vont dire l'hypnose comme ça, c'est pas possible. Mais moi, je leur dis oui, je suis d'accord avec toi. On n'endort pas les gens, on les contrôle pas non plus. Parce qu'en fait, tu es en train de t'attaquer à une hypnose qui n'existe pas. Donc, j'explique ce que c'est vraiment l'hypnose, comment Mm. ça fonctionne. Et là, les gens disent ah bah oui, dans ce cas, oui, ça fonctionne, je comprends. Parce qu'en fait, c'est explicable et tout va bien, quoi. Donc, il y a une nuance à apporter à ça. Et donc, après, je m'y suis d'abord intéressé pour moi, justement pour continuer à traiter mes problématiques. Donc, avec l'auto-hypnose, j'ai fait des stages d'auto-hypnose. Et sur ces stages-là, ben, j'ai rencontré des formateurs qui formaient donc à l'auto-hypnose, mais aussi en hypnothérapie. Ils formaient des hypnothérapeutes. Et voilà, j'ai échangé avec eux, quoi. Juste genre, comment ça se passe par exemple quand tu veux faire informatique, toi tu me dis que tu as fait une école privée. Ouais, Moi j'ai fait informatique, j'ai fait une fac. ouais. Donc c'était une licence, master et tout le bordel derrière, doctorat, thèse, antithèse, synthèse. Mhm. Mais quand tu fais une formation d'hypnothérapeute, parce que je sais qu'il y a plein de métiers comme ça qui peuvent s'apprendre. Par exemple, j'ai des potes qui sont magnétiseurs, j'en ai une autre qui est chiropracteur. Mhm. Chiropracteur, t'as pas de faculté de chiropractie, je Ouais. sais pas comment ça se dit. C'est médecine alternative, ça. Et comment Donc ça c'est- marche du coup l'école d'hypnothérapie? Bah, c'est des cursus chelous qui sont inhabituels, c'est des formations professionnalisantes, quoi. Moi, j'aime beaucoup les formations comme ça, et je me sens vraiment investi de la mission dans ce podcast de redorer le blason de ce type de formation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont par exemple voir la durée de la formation qui est extrêmement courte. Genre, si tu veux avoir le titre de praticien, sachant que c'est un titre donné par une école qui a une réputation, mais ça n'a pas de valeur. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir un cabinet et dire qu'il est hypnopraticien. Ça, c'est un problème, tu vois. Mm. Mais tu peux le faire, voilà. Après, c'est libre à toi d'être un charlatan ou pas, tu vois. Moi, j'en Ouais. étais pas un, évidemment. Mais, et donc, les formations comme ça, par exemple, pour avoir le titre de praticien, ça va être un seul mois. Et après, il y a des maîtres praticiens et tout, ça dépend des écoles, etc. Mais moi, ce que je remarque, c'est que ces formations, elles sont extrêmement intenses et extrêmement bien fichues. Et moi, j'ai fait aussi fac de psycho. Et je le dis sans sourciller, 1 an de fac de psycho, j'ai beaucoup moins appris qu'une semaine là-bas, tu vois. Ouais. Donc déjà, il y a ça. Mais ensuite, il y a surtout le fait qu'il faut être, si tu es un praticien avec une éthique, il faut être honnête. Quand tu as ton titre de praticien, en 1 mois de formation, si tu as été bon, parce qu'ils peuvent te le refuser, Ouais. eh ben, tu n'es pas praticien, tu n'es pas bon. Tu n'es pas thérapeute. Tu vois, c'est Bah oui, carrément. pour moi, thérapeute, bien souvent, tu nais thérapeute. Donc il y a des personnalités qui sont très thérapeutiques, des gens qui sont aptes à faire du bien aux autres avant même de se former à quoi que ce soit. Et puis c'est aussi des choses que tu peux apprendre, mais ça prend du temps. Donc pour moi, en fait, quand tu as ton titre, voilà, au bout d'1 mois de formation, tu peux ouvrir ton cabinet, tu peux commencer à pratiquer Ouais. sur des personnes.
mais il faut être très franc dans ta pratique, très franc avec les gens que tu rencontres, tu vois. Moi, j'avais des gens dans mon cabinet, ils voyaient bien dans ma tête que j'étais très jeune. Donc je leur disais où j'en étais, tu vois. Je leur disais, là, vous êtes à mon 10e patient et tout. Ouais. Et c'est avec cette éthique de travail que tu es honnête, que les gens voilà, acceptent ou non de travailler avec toi. Et évidemment qu'au début, bah, tu es moins bon qu'après 5 ans de Bah, pratique. c'est sûr et certain. Et t'as Ouais. ouvert ton cabinet rapidement, toi, du coup? Non, en fait, j'ai fait une première formation d'hypnose à 18 ans. Ok. Et donc j'étais très jeune et je sentais, mais en fait c'était des barrières sociales, tu vois, des croyances limitantes, mais je sentais que j'étais trop jeune pour ouvrir un cabinet. Mhm. D'ailleurs là je suis sûr que quand je le dis, tu vois, dans les oreilles des gens, ils se disent bah évidemment, 18 ans c'est trop jeune. Aujourd'hui je pense que non. Il y a des gens à 18 ans qui sont extrêmement doués, ça Mhm. arrive, tu vois. Moi je Bah ouais. crois pas aux mineurs, majeurs, il y a des gens, ils sont très doués, voilà. Bah ouais. C'est Et comme dans donc, tout, hein, dans l'équipe de France de foot, il y a des mecs qui ont 18 piges. bah c'est ça, ouais. Et personne ne dit rien. Hein. Le thérapeute, c'est beaucoup une question de vécu, quoi. Tu vois, il peut apporter énormément avec les expériences qu'il a traversées, quoi. Et donc, j'ai fait cette première formation, et ensuite, j'ai refait plusieurs fois la même formation, parce que dans mon école qui s'appelle l'Arche, tu pouvais revenir gratuitement quand tu l'avais payé, Ouais. et la refaire. Et c'est génial, parce que t'as tellement à apprendre que quand tu reviens, tu captes, Ouais. tu remarques que t'as loupé la moitié des informations, parce que c'est très intense. Et donc, c'est très utile et vraiment agréable de revenir, quoi. Et donc, donc fait plusieurs fois jusqu'à mes 21 ans. Mhm. Et j'ai validé mon praticien vers 21 ans, je crois, à peu près, peut-être 20 ans, je sais plus. Et ensuite, pendant un an, j'ai traînassé un peu pour faire des séances à domicile. Donc, je Ok. me déplaçais chez les gens. Mais j'avais du mal encore, j'avais encore des problématiques de manque d'assurance en moi. J'avais cette problématique aussi de la durée de la formation qui te donne l'impression que t'as pas assez vu de choses. Bah ouais, c'est surtout ça en fait. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a que la pratique qui peut t'entraîner. Bien sûr, mais Donc, moi je me dis si t'as un mois de théorie, non, mais la formation est extrêmement pratique. Genre, Ouais. pendant la formation, tu fais environ 200 séances quoi, avec des gens. Ouais. Donc, t'as pas rien, tu vois. Mais, et donc, j'ai traîné pendant un an. Et après, je me suis dit, vas-y, tu veux en vivre, il faut se lancer, tu vois. Donc, Ouais. j'ai pris le risque financier de louer un cabinet qui était heureusement pas trop cher. Et là, j'ai commencé à avoir des gens qui venaient me voir dans le cabinet. Et comment t'as fait pour démarcher les clients? Comment tu dis je suis hypnothérapeute, je peux vous aider? C'était ma plus grosse difficulté. Moi, j'ai jamais eu un cabinet rempli parce que à ça, je suis extrêmement mauvais. Ouais. En tout cas, je l'étais. Je sais pas comment je me débrouillerai aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus d'assurance aujourd'hui. Mais à ça, moi, j'étais plutôt bon thérapeute. J'étais sûr de moi très vite. Mhm. Quand je voyais quelqu'un et tout, je sentais que je pouvais l'aider. Tu vois, c'est un truc, ça me passionne. Je le fais encore aujourd'hui quand il y a des gens qui viennent dans ma vie, que je sens que je peux leur apporter un truc, ça marche. Tu vois, j'y arrive parce que j'adore ça. Par contre, démarcher les gens, c'est un vrai bazar. Pour moi en tout cas. Et donc, comment j'aurais dû faire, je peux te répondre. Après, Bah, c'est surtout ça. je l'ai très mal fait. C'est il faut que tu ailles te vendre à tous les praticiens d'autour. Donc les gens qui rencontrent des gens qui vont mal. Donc médecins, ostéo, magnétiseurs, même les coiffeurs, hein, ils parlent aussi, tu vois. Donc il faut que tu ailles te présenter en fait. Il faut que tu dises à tout le monde voilà ce que je fais. Et il faut que tu sois droit dans tes pompes et que tu leur donnes confiance quoi, Mhm. dans ton travail pour qu'ils aient envie naturellement de te demander ta carte quoi et qu'ils t'envoient des gens. Et donc je l'ai fait à quelques praticiens, tu vois. Mon médecin qui me connaît depuis que je suis né, lui m'envoyait des gens. Il Ouais. avait confiance en moi et tout. Il m'a envoyé pas mal de gens. Mais voilà, dans l'ensemble, si mon cabinet n'était pas rempli et que j'avais pas 6 séances tous les jours, c'était ma faute parce que je faisais pas ces démarches commerciales dans lesquelles j'étais à la fois pas doué et à la fois je sortais pas assez de ma zone de confort pour le faire quoi. Et ton médecin, t'as dit que ton médecin t'en a envoyé? Ouais. Genre ton médecin traitant, et ça c'est un truc sur lequel moi je me pose des questions parce que par exemple, mon frère travaille dans les hôpitaux de Paris et en tant que radiologue et il est dans la médecine conventionnelle, Mhm. pure. Et lui, il a pas forcément confiance, je sais pas, mais il croit pas vraiment sur le bienfait d'un ostéo. Parce que l'ostéo, c'est pas diplômé, ça a pas le diplôme de médecine, Mhm. mais ça soigne. Moi, je me rappelle, l'ostéo, c'est celui qui m'a réparé ma cheville quand je me l'étais pété, et c'est le seul qui me l'a réparé. Alors que j'ai vu kiné, IRM, scanner, médecin, tout ce que tu veux. Ouais. Et l'ostéo m'a réglé mon problème. Mon frère ne croit pas dans les ostéos. Et bah, les hypnothérapeutes, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment la croyance de tout le monde. Parce que tu auras pu te présenter à ton médecin et ton médecin aura pu te dire non, enfin, vous êtes un charlatan quoi. Ouais, bah tu le sens tout de suite. Moi, je me suis déjà adressé à des gens et j'ai senti qu'ils n'étaient pas intéressés. Ok. Mais tout comme dans l'amour, tu vois, chacun a la chaussure à son pied, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ma pratique et auprès d'eux, bah, je vais pas avoir de mal à me vendre, tu vois.
Mais si je sens bien que la personne elle est réticente, à ton frère, j'essaierai même pas, tu vois, Mm. lui donner ma carte, ça sert à rien. Donc tout simplement, et mon médecin à moi, lui, il est mieux renseigné que ton frère, puisque maintenant, ça revient dans les hôpitaux et tout. Genre, même l'hypnose pour l'anesthésie revient. Je dis revient Ouais. parce du temps où on n'avait pas les produits, bah, on n'avait que la parole. Et donc, pour anesthésier les gens, on se servait de ça, hein. Après, mon frère, j'ai rien dit à propos des hypnothérapeutes, hein. J'ai parlé des ostéos, là. Ouais, Euh, j'ose pas imaginer ce qui. Après, j'en sais rien, peut-être que Ouais. ça a changé. Moi, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, hein. Ouais. Donc, j'en sais rien maintenant. Maintenant, j'imagine que ça a changé aussi. Mm. Mais voilà. Et comment t'as fait pour avoir ton premier client? Le Parce que quand premier, tu ouvres ton cabinet, il n'y a pas des clients qui viennent direct. bah, si tu démarches bien, si. On t'appelle. Après, j'avais un site internet aussi. Ça, c'était la partie business que je sais bien faire, ça. Site internet. Site internet, créer son site, être trouvable sur Google, Hmm. les mots-clés, machin, ça je savais le faire. Donc grâce à mon site, on m'appelait quand même. Ouais. Voilà. C'était la moitié du taf que je savais faire, l'autre moitié, comme je t'ai dit, j'y arrivais pas. Donc, enfin, où je me donnais pas les moyens, quoi. Mhm. Et donc voilà, mais c'est intéressant ce que tu viens de me dire, je ne me souviens pas de mon premier client, mec. Parce que tout était blendé, c'était un moment très intense pour moi. J'en ai eu plusieurs. Je sais plus qui était la première. Je crois que c'était un arrêt du tabac sur Paris. Un truc, c'est beaucoup trop long pour moi et tout. Le domicile, ça m'a vite gonflé, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et je me pointe dans sa maison et ça puait la clope et tout. C'était les pires conditions pour un arrêt du tabac, quoi. Et dès le début, j'ai senti que bon, c'était pas pour moi, quoi. Et je crois que je l'ai vu 2 fois, cette personne. Et t'as ouvert ton. En fait, t'as pas. Ah non, t'as fait du domicile d'abord, mais Oui. c'est plus simple d'exercer dans un cabinet, non? Ouais, Parce que beaucoup plus simple, si tu vas à domicile, le mec il est dans son environnement, il a pas envie de changer, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus simple d'exercer dans le cabinet. C'est juste que c'est un risque financier. Et puis c'est Ouais. quand t'es débutant et que t'es très jeune comme moi. Dans mes formations, j'étais le plus jeune, hein. Il y avait que des reconversions professionnelles à 40, 50, 60 ans. Moi, j'avais 19 ans, 20 ans. T'as peur, tu sais, Ouais. t'as l'impression que t'es pas légitime. Donc, et en plus, le pire, c'est que tu l'es pas quand t'as l'impression que tu l'es pas. C'est toi Ouais. qui te donnes ta légitimité en ayant Ouais. de l'assurance, en travaillant dur pour continuer à acquérir des compétences pour être excellent, tu vois. Hmm. Mais si t'es persuadé que, oula, je suis un peu jeune, machin et tout, bah ça fonctionne mal, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mm. Et comment ça les séances, j'imagine que ça se déroule toutes différemment. Ouais. Elles se déroulent toutes différemment. Mais comment ça se passe en gros imagine quelqu'un vient te voir, il te dit je veux arrêter de fumer. Ouais. Comment tu fais pour te dire je vais faire ça pour l'aider ou je vais opérer de telle manière? Ça, c'est la partie stratégie que je préfère. Parce qu'en fait, euh, une problématique n'a jamais la même solution parce que les gens sont très différents et deux Mm. fumeurs ne fument pas pour les mêmes raisons. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça va être à la fois dans la partie un peu anamnèse où tu vas juste discuter, tu fais pas forcément d'hypnose formelle. Je sais pas ce que c'est une anamnèse. Je viens de le dire, tu discutes, tu Ah, fais ok. pas une hypnose formelle, tu captes des informations, tu poses des questions, etc. Tu dresses un petit peu un compte rendu de la personne, où elle en est dans sa vie, dans sa Ok. psyché, tu vois. Et tu essaies de la comprendre. Et ben, donc ça va être en gros la première séance. Elle vient, elle dit je veux ça. Mhm. Souvent c'est d'ailleurs je veux pas ça. Ouais, Genre, bah je oui. veux plus fumer, tu vois. Et donc il y a tout un processus où je vais lui essayer de transformer son objectif d'abord positivement. Ok, tu veux plus fumer, mais tu veux faire quoi, tu vois, pour avoir une vision positive. Parce que si ça je l'ai déjà expliqué dans un autre podcast, je crois, si les mots qui résonnent en toi quotidiennement sont des mots négatifs, l'inconscient ne capte pas Ouais. le ne pas, il capte fumer par exemple. Ouais. Ou malheureux, je veux plus être malheureux, je veux plus être malheureux, bah il y a juste malheureux qui résonne dans ta tête en fait. Donc il faut dresser le parcours positivement. Après il y a quelques exercices dans l'anamnèse qui sont intéressants, genre faire une futurisation, projeter la personne dans un futur où elle a déjà changé, où elle a réussi son objectif, lui faire ressentir ce qu'elle sent dans le présent quand elle fait ça. Enfin, tu vois, en fait, tu la pousses de toutes tes forces dans un truc où elle est dedans, tu vois. Et donc, au fil de cette anamnèse, tu vas capter si, par exemple, c'est un fumeur qui a l'habitude de fumer et que tu sais, c'est un ancrage, genre tous les jours, la pause clope, elle sait pas faire sans fumer, elle a peur de perdre le lien social avec les collègues, machin. Ou si c'est un, un compositeur de musique classique qui en vit et qui ne sait pas composer si elle a pas la fumée de la cigarette parce que Ouais. ça lui crée un état justement, un léger état d'hypnose d'ailleurs, qui la place dans cette créativité. C'est pas traité pareil. J'ai Ouais. plein de mes potes qui. Enfin, plein de mes potes. Je connais des gens qui fument par exemple et ils se disent même si j'arrêtais de fumer par exemple, j'arrêterais pas la clope après manger Mhm. du midi parce que ça me procure tel ou tel état de bien-être.
Et c'est exactement pareil, je me dis, mais genre pourquoi je sais pas, si tu prends une glace, c'est pareil, non? Bah, Et ils ont ancré ça. Ils se ouais, disent ça maintenant. dépend, hein, c'est un ancrage après. Ça procure pas forcément la même chose. Mais ça m'amène à un point intéressant, ce que tu soulèves, c'est que euh, il y avait beaucoup de gens je dirais même une majorité de gens que je recevais, qui étaient persuadés que ça allait être un coup de baguette magique qui allait supprimer la cigarette de leur Mm. vie, par exemple en leur dégoûtant de la cigarette. Et ils étaient surpris quand, par exemple, des fois, ils me disaient, mais je veux continuer à fumer le bédo, ou mais je voudrais juste pouvoir fumer en soirée, tu vois. Mm. Et que moi, je leur disais, bah ouais, c'est faisable, tu vois. Il y a des gens qui y arrivent, donc pourquoi pas vous. Et justement, on travaillait dans cette direction. Et ils étaient surpris que le thérapeute fasse en sorte qu'ils fument encore, tu vois. Moi, j'étais là pour qu'ils aient du contrôle sur leur vie, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, en Mm. fait. Moi, je suis pas là pour juger, quoi. Ils font ce qu'ils veulent après. Quand j'ai pris. Récemment, je suis parti à Caen et genre, j'ai pris un Blablacar. Et il y avait un mec à l'intérieur qui s'appelait. Il y avait un mec à l'intérieur, on l'appellera pas. Et il avait 52 ans, je crois. Et il avait bien vécu sa vie. Et il disait le moment. Lui, il a tout fait. Il a fumé, il a bu, il a vécu dans la rue, il a dormi dans des camions, enfin bref. Et il disait là où il s'est rendu compte que la cigarette c'était un point négatif et important de sa vie, c'est quand il fumait plus la cigarette. Il a dit c'est la cigarette qui me prenait. Et c'est Mhm. la cigarette qui me tenait. Et lui, ça a été son déclencheur à lui pour arrêter, mais il s'est dit, à partir du moment où tu fais quelque chose et que cette chose-là a plus d'emprise sur toi que t'as d'emprise sur elle, c'est qu'elle te contrôle et c'est que c'est une addiction et il faut que tu changes. Mm. Et il m'a dit, c'est là que j'ai arrêté de fumer et c'est là que j'ai eu un déclic instantané, quoi. Ouais, c'est ce qui s'appelle un recadrage. C'est l'un des outils les plus puissants en thérapie. C'est que tu vas justement faire une prise de judo à la manière de penser de la personne pour Oh là qu'elle là, ouais, utilise. Gary. C'est ça, elle utilise ce qu'elle croit être des faiblesses, mais comme des forces. Ouais. Genre par exemple, la personne qui dit je veux pas que vous me contrôliez, parce que voilà, je veux réussir à faire comme je veux et tout, je veux continuer à fumer ma clope quand Mm. j'ai envie, mais juste réduire, etc. Et tu lui fais remarquer qu'elle a ce désir, ce besoin d'avoir le contrôle, mais qu'elle se laisse contrôler par la cigarette. Mm. Donc tu utilises ce qu'elle te dit, tu vois. Et ça, c'est toute la partie stratégie et pour moi, ça me fascine, tu vois. T'as l'impression d'être un artiste comme ça, des mots, et ça se fait avec l'écoute et tout. Ça, c'est la partie du boulot que je préfère, quoi. Non, c'est compliqué parce que en fond, et c'est surtout ça, c'est que si t'écoutes la personne et que la personne te dit son problème et que t'essaies de la soigner avec, enfin que t'essaies de lui parler pour soigner son truc, comment tu fais pour savoir quel mot tu peux utiliser sur la personne? Parce que tu peux pas parler à tous les clients de la même manière. Et comment tu fais? Bah, je peux pas te répondre comme ça. C'est ce que m'a appris toutes mes formations. C'est aussi ce que tu apprends en la vie, tu vois. Tu apprends à communiquer, puis c'est ce que tu apprends quand tu reçois de plus en Mm. plus de gens. Mais pour t'adapter à un langage, une manière de parler qui va lui convenir, Ouais. il y a l'outil qu'on appelle la synchronisation. C'est le premier truc qu'on apprend dans les formations en hypnose. En fait, c'est juste un outil de communication, c'est pas de l'hypnose, hein. Mais c'est le fait de se caler sur le rythme de l'autre, Ouais. de regarder comme il regarde, de respirer comme il respire, d'utiliser un langage très soutenu si c'est son cas. C'est aussi en commerce, Voilà. ça aussi. C'est ça. En commerce, j'ai pas fait d'études de commerce, mais je l'ai appris pareil. C'est ça s'appelle l'effet miroir, je crois. C'est-à-dire que Ouais. quand quelqu'un, par exemple, c'est tout bidon, hein, mais si vous achetez une télé à Darty et que vous commencez à négocier avec le vendeur, et ben si vous regardez bien, en fait, le vendeur va faire les mêmes gestes que vous. C'est-à-dire que si vous vous baissez pour refaire vos lacets, le vendeur va vous accompagner en se baissant. Mhm. Et il va vous montrer quelque chose au sol. Si vous vous relevez, il va se relever. Enfin, il va faire exactement la même chose que vous. Ouais, Et c'est l'effet miroir. c'est ça. Et ça permet à la personne de mieux se caler avec le vendeur et d'être plus ouvert à la négociation. Non, en fait, ça trompe l'inconscient de la personne d'en face qui a l'impression que vous êtes extrêmement Mhm. sympathique, alors qu'en fait, vous êtes juste comme elle. Ouais. Ce qui ne veut pas dire sympathique. Oui, en commerce, c'est très différent. Mais ouais, mais c'est d'ailleurs la nuance qu'il y a entre l'hypnose donc de spectacle et l'hypnose ericksonienne. Moi, je faisais de l'hypnose ericksonienne. Le principe, ça a été créé donc par Erickson, Mhm. Milton Erickson. Et le principe, ça va être justement de s'adapter à tout le monde. Et c'est dans ces conditions-là qu'on dit que tout le monde est hypnotisable. Tout le monde n'est pas hypnotisable avec l'hypnose directe de spectacle. Ouais. Le je te regarde avec un gros regard et tu dors. Ça marche sur. On dit 5% des gens, mais je sais pas d'où on sort cette stat en vrai. Ouais. Mais voilà, ça marche sur peu de gens. Ok. C'est pour ça que dans les spectacles d'hypnose, les gens sont testés. Il y a toujours un espèce de pré-talk où genre ils vont faire un exercice à toute la salle par exemple qui n'est pas forcément montré si c'est à la télé. Des fois ça peut être pendant la pub ou quoi. Mhm. Où, ils vont faire un exercice simple où par exemple ils demandent aux gens de serrer leurs doigts comme ça et de serrer leurs mains l'une dans l'autre, d'écarter les deux index. Ouais. Et l'hypnotiseur va dire maintenant vous sentez un élastique qui a autour de vos deux index qui se resserre de plus en plus. Ouais. Plus vous respirez, de plus et de plus en plus fort, etc. Et les injonctions qu'il va dire sont très très simples.
Genre, ça demande pas beaucoup de stratégie. En fait, c'est de l'hypnose directe, c'est voilà, ça devient de plus en plus fort. Maintenant, vous imaginez une vis qu'il y a entre vos deux doigts et je serre, et le mec, des fois, il vient près de toi, il serre comme ça. Et si ça marche, eh ben, il va te faire monter sur le plateau. Ouais. Parce que tu es très suggestible et tu es très réceptif à l'hypnose directe. Ok. Mais il y a plein de gens sur qui ça marche pas. Moi, j'avais vu un spectacle de Mesmer, l'hypnotiseur canadien, là, Mhm. et il avait fait à toute la salle, et moi, ça avait pas marché, tu vois. Ouais. Par contre, il avait fait monter 22 personnes, je crois, sur scène, donc on était au moins 500, donc tu vois, c'est peu, hein, C'est pas beaucoup. très très peu. Mais les gens qui sont montés, eux, ça marchait bien. Ils leur faisaient faire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est les gens, ils se prennent pour des poulets et tout. Quand je dirais Exactement, poulet, tu ouais. prendras pour un chien, enfin, c'est n'importe quoi. Exactement. On peut toujours délirer, Cédric. Ouais. Et Et moi, je trouvais que le spectacle était marrant, mais il y avait quelques trucs avec lesquels j'avais des problèmes d'éthique un peu. bah, l'hypnose de spectacle, c'est comme tu dis, c'est l'hypnose de spectacle, quoi. C'est un truc qui dure 5 minutes et puis voilà, fin de la discussion, c'est pour Non, faire rire la scène. ouais, mais des fois c'est au dépend de quelqu'un et ça manque on appelle ça l'écologie dans le métier, mais c'est pas l'écologie auquel les gens pensent. Genre, C'est-à-dire en fait, le mot écologie, il ne signifie pas que soigner la nature aujourd'hui. En fait, ça signifie quelque chose qui va être bon pour toi et bon pour les autres. Ok. Et donc, généralement, dans l'anamnèse, justement, on vérifie l'écologie de ce qu'on s'apprête à faire, c'est-à-dire est-ce que ça va lui être bénéfique dans tous les domaines de la vie. Ouais. Tu vois, genre, des fois, tu prépares tout un travail avec une personne, tu as ton objectif, tu sais comment tu vas travailler, etc. Et tu lui dis, est-ce que ça va, si vous avez ce changement-là, tout va bien pour vous et la personne te dit, bah, je vais quitter mon mari si je fais ça, tu vois, Ouais. parce que ça va créer un tel changement. Et donc là, tu dis, ok, c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire. Et là, non, tu vois. Donc, des fois, tu peux arrêter un travail, des fois, tu peux changer de direction, tu vois, adapter ce que tu vas faire. Et donc, ça, c'est l'écologie. Et dans le cas d'un spectacle de Mesmer, par exemple, j'ai vu des gens qui montent sur scène, ils sont pas du tout. Il n'y a pas d'anamnèse, il n'y a pas le temps. Et il leur fait, par exemple, revivre leur naissance. Tu vois, imaginons un instant que une personne soit en pleine dépressive, qu'elle ait des idées noires et que la phrase qu'elle se dit tous les soirs en ce moment, c'est j'aurais voulu ne jamais naître. Bon, bah, tu lui fais vivre sa naissance. Bon, bah, c'est traumatique, tu vois. Ça prend pas un génie pour s'en Ouais. rendre compte qu'il y a un problème. Et ça, c'est ce que je déplore dans ce type de spectacle, tu vois. Mais bon, c'est pas du tout ce que je faisais moi, quoi. Après, c'est vachement spécifique quand même, parce que revivre votre naissance, je l'ai rarement vu. Généralement, c'est je vais claquer des mains et tu seras une poule, tu vois. Ou t'oublies ton prénom. Ouais, ça fait peur, je c'est trouve. ça, c'est des trucs qui me fascinent. C'est Ouais. est-ce que c'est possible, par exemple, que quelqu'un t'hypnotise et qui te dit quand je claque des doigts, tu sauras plus dire le mot échelle. Ouais. Imaginons. Mhm. Il te dit tout s'arrêtera quand je dirai le mot spatule. Ouais. Est-ce que s'il dit pas le mot spatule, la personne a oublié le mot à jamais? Non. En fait, l'inconscient de la personne, il a une espèce de sécurité. Et donc, quelque chose qui justement n'est pas écologique pour lui ne va pas durer. Ok. C'est pour ça que, pour ramener le truc dans mon domaine à moi, à la thérapie, si par exemple je faisais arrêter de fumer à quelqu'un par un mécanisme de dégoût, alors qu'il adore sa cigarette, et qu'on ne traite pas l'origine du problème, on traite donc le symptôme, on lui crée un dégoût, et bah ça va revenir, ça va pas marcher, ça va marcher une semaine peut-être, tu vois. Ouais. Soit elle va remplacer par une autre drogue, soit juste la clope va revenir en fait. Ok. Et donc dans le cas d'oublier son prénom, ça va pas durer. Ok. C'est, Ah, ça me faisait peur quand j'étais petit. bah j'imagine. Tu te dis, te imagine, comprends. elle se rappelle plus jamais de son prénom, tu vois. Ouais, je pensais aussi qu'on pouvait, par exemple, s'ils travaillent pas, rester comme ça. Mais c'est très romancé, ils aiment bien laisser planer le mystère, c'est leur business aussi, c'est normal. Mais tu vois, quand tu cherches un mot, par exemple, Ouais. tu sais, ça t'arrive et tout, t'es en pleine phrase et il te manque juste un mot. T'as pas l'impression que c'est un état d'hypnose, un truc magique et tout. Mais en fait, c'est juste ça qui va recréer le mec, mais sur ton prénom. Ok. Et ça dure, tu sais, des fois 1 minute, 2 minutes. Mais c'est pas méchant. Mm. Et en fait, comment il le présente, on dirait que waouh, il a oublié son prénom. Mais en fait, il arrive juste à créer un léger état de confusion qui fait un espèce de bug du cerveau en mode mais c'est quoi le mot? C'est quoi? Tu vois. Mais c'est pas si méchant, c'est pas si Ok. hollywoodien, c'est juste très bien raconté. Ouais, Tu vois. c'est hollywoodien pour les gens qui croient que c'est hollywoodien, c'est comme la magie. C'est ça, c'est de l'illusionnisme, c'est comment c'est narré, comment c'est présenté, la mise en scène qui est importante. Mm. Pas l'effet en lui-même, il est cheap. Tu vois. Oh. Ce podcast s'appellera Je descends l'hypnose. Non, franchement, l'hypnose de spectacle, il y en a des très C'est rigolo, éthiques. en fait. Il en existe des beaucoup plus éthiques que le spectacle de Mesmer. Et enfin, attends, j'aime beaucoup Mesmer quand même. Ouais. Il y a juste des trucs que j'aime pas, mais son talent, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais ouais, c'est pas forcément mon truc premier, mais c'est très impressionnant ce qui existe dans ce milieu. Et il y a des gens qui font ça vraiment très bien.
Et ça, c'est une question personnelle, non, mais j'imagine que ça intéressera les gens aussi. Tu parles souvent de métaprogrammes. Ouais. Par exemple, moi, tu m'as dit que j'étais. Alors, si j'ai bien pas oublié, tu m'as dit que j'avais un métaprogramme général, Global. global. Voilà, tu vois, donc tu as utilisé un autre mot, parce qu'en fait, peu importe pour toi. Bah, oui. Voilà, à l'inverse du spécifique, qui va pas utiliser un autre mot, toi, rien que là, tu vois, il y a des métaprogrammes qui sortent en fait. C'est que dans ta manière de communiquer, tous tes métaprogrammes sont lisibles. Moi, je les connais pas tous parce qu'il en existe tellement, c'est une façon de voir les gens, quoi. Hmm. Mais je crois que c'est tiré plutôt de la PNL que des théories ericksoniennes de Ok. l'hypnose. La PNL, ça a été créé par Richard Bandler et John Grinder, ou Grinder, je sais pas comment on dit à la française. John Grinder. Et je les kiffe trop ces deux-là. Avec Richard Bandler, c'est une personne passionnante. J'avais parlé de son livre dans un podcast précédent, Un cerveau pour changer. Ouais. Il est pas là, je sais pas où il est, je crois qu'il est Bah, tombé derrière moi. il y a le lien dans la description de toute façon. Il est là, mec. Tu Je l'ai entendu tomber cette nuit en fait. Il est dans la poussière. Voilà, Un cerveau pour changer de Richard Bandler. Où en fait, il te donne des exercices à faire tout seul Ouais. de PNL pour apprendre à tirer de ton cerveau et avoir une meilleure vie, quoi. Et c'est génial. Et je pars dans des anecdotes parce que ça me passionne. Fais-toi plaisir. Mais je vais revenir à ce que tu m'as demandé. Si tu veux, la PNL, ça signifie programmation neurolinguistique. Et Pas confondre avec le groupe de rap. rien à voir. Peace and love. Rien à voir. Et ben, je sais pas si c'est vrai, mais c'est l'anecdote qui se dit dans le milieu. C'est comment est né ce nom programmation neurolinguistique. Pour te donner un peu un portrait des deux personnages. C'est qu'une anecdote, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Ouais. Mais enfin, c'est qu'une légende même, j'ai envie de dire. C'est qu'ils s'étaient fait arrêter les deux par la police pour un contrôle. Et le policier leur a demandé qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quoi. Qu'est-ce que vous faites quoi en fait. Et ils n'arrivaient pas à définir ce qu'ils faisaient, parce que ce qu'ils faisaient en fait, eux, c'était de modéliser des personnes extrêmement talentueuses, telles que Milton Erickson. Ouais. Donc modéliser, ça veut dire définir toutes ces techniques en fait. Ouais. Alors que Milton Erickson lui-même ne le faisait pas, c'est-à-dire c'est un artiste, tu vois. Et ils savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas de nom pour leur métier, tu vois. Ils essayaient de créer un truc, quoi, de rendre accessible pour tout le monde le talent de Milton Erickson. Ouais. Ils ont dit, bon, programmation neuro-linguistique. En mode impro, quoi. Vas-y, prends ce que tu veux. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et je crois pas que ce soit une histoire vraie, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. C'est comme ça que mon formateur me l'avait raconté, quoi. Et c'est pour donner une idée de comment les deux travaillent, tu vois. C'est surtout Bandler qui a énormément d'humour. C'est un mec qui fait des recadrages brutaux. Enfin, genre, il va être dans la provoque. Il avait eu une fois une histoire avec un mec il allait voir dans un hôpital psychiatrique, genre dans une pièce avec des coussins sur les murs. Enfin, tu vois, un truc. Une personne qui était dangereuse et qui se prenait pour Jésus. Ok. Voilà, la personne était persuadée, vraiment, c'est un truc très sérieux, même si ça peut faire rire comme ça, elle pensait qu'elle était Jésus, quoi. Sauf qu'elle avait 34 ans. Et Ouais. Jésus, il s'est fait crucifier, je crois, à 33, il me semble. Ouais. Et donc, il vient dans la chambre, il dit rien, il commence à clouer des planches. Il cloue 2 planches en forme de croix, donc. Et le mec le regarde et tout, et il finit par lui demander qu'est-ce que vous faites. Il dit, bah, vous avez bien 34 ans. Bah ouais, vous êtes Jésus, oui. Bah, on a un problème, il y a un problème, tu vois. Parce qu'il est censé être mort. Tu vois. Et donc, il cloue comme ça. Et là, le mec, il n'a pas d'autre option que de se dire peut-être qu'il y a un problème. Je suis peut-être que je suis pas pas Jésus. Jésus. C'est ça. Tu vois, et c'est comme ça qu'il travaille. Une personne assez, Ah, assez spéciale. c'est violent quand même. Ouais, c'est violent. C'est un trop, mais crucifie-toi là, c'est fini. Il allait pas le faire, mais tu vois, il crée des recadrages Ouais. avec vraiment. Mais bon, c'est un mec un peu space, mais il est aussi très très doué dans son travail. Il y a aussi une éthique de travail derrière, tu vois, Ouais. beaucoup de recherche et de travail sur lui-même, tout simplement, quoi. Et donc, ta question de base, Billy. C'était les métaprogrammes. Métaprogramme, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Et Parce que donc, moi je suis global. C'est ça. Tu vois. Et donc, les métaprogrammes, c'est tout simplement un tableau de classification des gens. Qui n'est pas du tout précis et durable dans le temps, c'est juste à un instant T. Par exemple, on va dire que tu es plutôt global ou plutôt spécifique. Ok. Toi, souvent, on remarque ensemble quand on travaille que tu es très global et Donc, moi c'est très l'instant T, spécifique. il s'élargit sur le temps. Là. Ouais, exactement. Ouais. Un grand instant T. Et donc, en fait, ils ont créé ces classifications juste pour nous aider, nous thérapeutes, à mieux les repérer. Parce que tu sais, si t'as pas de mode d'emploi, des fois tu te dis juste, oh, cette personne, elle est un peu comme ça. Alors que quand tu as un quadrillage, une grille de classification, ça classifie tes pensées, en fait, ça organise tes pensées.
Et donc, par exemple, tu vas avoir la référence interne ou la référence externe. L'interne va avoir besoin que la solution émerge de lui, ça va être son avis qui va primer d'abord. L'externe va chercher la validation des autres, etc. Et donc, très souvent, on remarque qu'un métaprogramme n'est pas mieux qu'un autre. Ça dépend juste du cas de figure. Le ref interne, il va avoir souvent plus d'assurance et c'est une qualité, tu vois. Mais en même temps, il va jamais écouter ce qu'on lui dit. Donc voilà, c'est un curseur et voilà. Et on n'est pas à vie gravé dans un seul truc, quoi. Donc ça, ce sont les métaprogrammes. Il y en a plein. Il y a même un nombre infini, hein, mais moi, ceux que je connais et que j'utilise le plus, ça va être ton canal d'esprit, on va dire, enfin, comment tu enregistres l'information, donc visuel, kinesthésique ou auditif. En gros, ton cerveau, il retient les images. Ouais. Tu voulais dire un truc? Kinesthésie, c'est quoi? Le toucher. Ok. En gros, les gens qui vont être très dans le ressenti. Ouais. Et donc, pour voir si quelqu'un est plus visuel, auditif ou kinesthésique, bah, tu le vois dans tous ces canaux de communication. Donc, sa parole, ses gestuels, même pas seulement ce qu'il dit, mais comment il dit, tu vois, comment il parle. Les gens kinesthésiques vont être parfois, le plus souvent, plus englobants, tu vois, avec l'autre, avec une voix parfois plus chaleureuse, etc. L'auditif va avoir une voix plutôt de radio, voilà. Ça, c'est des théories qui sont parfois remises en cause, mais il faut dresser un tableau complet, tu vois. En vrai, c'est... Et même si tu le dis de quelqu'un, c'est ce que tu as dit au début, c'est la personne peut changer, par exemple. Ouais. Tu peux au début t'exprimer... Il y a des gens qui parlent beaucoup avec les mains, par exemple, qui Ouais. ont besoin d'images pour voir la chose, et plus tard dans la vie, je sais pas, ils ont un traumatisme quelconque, et plus du tout. Ils sont sur souvent, d'autres... un traumatisme va changer, justement. Bah, le cas classique, c'est le kinesthésique qui a un traumatisme et qui se blinde parce qu'il peut plus vivre dans cette émotion, il devient visuel parce qu'il prend de la distance, il se met en recul par rapport aux choses. Ça, c'est un cas classique. Et en gros, connaître les métaprogrammes de quelqu'un et parvenir au fil d'une discussion classique à les extirper, ça va m'aider moi énormément en tant que thérapeute pour savoir ce qui va, par exemple, bien marcher sur toi comme induction hypnotique, parce qu'en gros il existe plein de façons d'hypnotiser quelqu'un et il y en a qui vont pas du tout être adaptées à toi. Et c'est là l'éricksonien, c'est de s'adapter à ce qu'a besoin la personne. Et donc c'est ça les métaprogrammes et c'est comme ça que je m'en servais, quoi. Donc moi, si je comprends bien, je suis global, parce que pour moi tout va au même point, et interne de ouf, parce que j'écoute pas ce qu'on me dit. Et... Ça dépend en fait. Toi, non, je dirais pas que toi t'es un tri sur toi, c'est un autre tri sur toi, tri sur l'autre. Donc c'est un autre métaprogramme. En gros, toi, tu vas retraiter l'information et la faire tienne. Tu me dis j'ai 3 chaussons verts, je te dis j'ai des chaussons. Donc voilà, par exemple, tu vas déformer ce qu'on va te dire. Tu vas me dire, tu m'as dit ça l'autre jour alors que je t'ai dit un truc qui est quand même légèrement décalé par rapport à ça. Ça va être le tri sur toi. Tu vas interpréter à ta manière. Mais par contre, tu vas être assis en référence externe, je crois. Après, ça dépend des domaines, tu vois. Mais parce que tu vas être ouvert à mon opinion, tu vas me demander des conseils. On travaille ensemble déjà sur ton contenu, je vais te venir en aide, etc. Donc, et tu n'as pas de mal à l'accepter généralement quand on taffe ensemble, tu vois. Donc, pour ça, tu vas être plus en ref externe. Mais après, je te dis ça comme ça, ça dépend des domaines aussi, quoi. Et toi? On parle pas de moi, là. Vas-y, là. Bah, moi, je sais pas. Toi, je sais que t'es spécifique. Ouais, pas global du tout. Je suis assez spécifique. Franchement, je saurais même plus dire si je suis visuel ou kinesthésique maintenant, tu vois. J'ai aussi entre les deux, je sais plus. Maintenant. En vrai, ça me suffit. Moi, je sais que t'es spécifique et moi global, et ça fait des situations, c'est génial à chaque fois si je lui dis. Ça, c'est vrai. Bah, c'est comme au début, je lui dis, je suis général, c'est ça. Non, t'es global. Ouais. Ça, dans notre taf avec Vinny, on le voit tout le temps. Genre, vraiment, il me parle d'un truc, il commence par l'ensemble. Il va me dire, on va faire ça, mec. Et je sais pas de quoi il me parle, quoi. Vraiment, je suis. Tout à l'heure, j'ai proposé une TikTok et j'ai dit, mec, on va faire ça. Et je lui explique, mais pendant 10 bonnes secondes, l'idée que j'avais. Et il me regarde et il me dit, mec, j'ai rien compris. J'ai fait, ok, peut-être qu'il faut que je le réexplique un petit peu mieux parce que j'ai foiré. Et mec, un truc passionnant justement dans les métaprogrammes, c'est lors de la communication de deux personnes. Par exemple, je l'ai jamais fait moi, mais ça m'aurait intéressé, traiter des couples qui ont des problématiques de couple. Genre, imaginons un cas de figure caricatural où t'as la meuf qui dit au mec mais tu me prouves pas, enfin je ressens pas ton amour et tout, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Et l'autre lui répond ouais, mais toi tu vois pas tout ce que je fais pour toi. Donc là on a une kinesthésie qui est un visuel, tu vois. Bon là c'est vraiment le cas lisible et tout. Mais il y a justement des cas de figure où il y a un défaut de communication, comme nous ça peut nous arriver, mais nous on arrive à en rire, tu vois, mais qui vont être profonds, qui vont créer du conflit et tout, juste parce qu'en fait ils fonctionnent pas pareil. Juste un métaprogramme qui est décalé, quoi.
Et moi j'adore ça, ça me fascine, moi. Quand je vois ça, j'adore ça. Tu vas le voir dans pas Je crois longtemps. que tu t'en souviens quand on se baladait en forêt avec Record et je vous avais dit, vous vous engueuliez sur un truc depuis 10 minutes et je vous avais dit un truc et vous aviez saisi où est-ce qu'était Ouais, le point de désaccord. C'était un fonctionnement et en fait vous étiez d'accord au fond mais vous n'arriviez pas à voir que vous étiez d'accord. ouais. Moi, Bah, j'adore ça ça. m'étonne pas. Ça m'étonne pas beaucoup en vrai. Ouais. Et ouais, juste, je crois pas que j'ai approfondi sur le sujet du cursus, vraiment comment ça se passe. Non. T'as dit, en gros, pour le cursus, c'est une semaine enfin, une semaine, un mois de formation. Ouais. Et c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit, ouais, donc c'est léger. Comment ça se déroule dans mon école qui était l'Arche. L'Arche, c'est un acronyme Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne. C'est Ok. ça. Moi, j'ai vécu que cette école, donc je peux vous dire qu'elle est excellente, mais je connais pas les autres. Je sais que c'est un, un nid à business, malheureusement, donc il y a énormément d'écoles qui ouvrent. Donc maintenant, il faut se méfier. Faut Mm. pas, voilà, il y a beaucoup, ça brasse du fric et tout, donc il y a des écoles moins bonnes que d'autres. Mais celle-ci est fantastique, vraiment, je la recommande. Les formateurs sont d'une qualité humaine Ouais. que j'ai jamais vue. Ça a été des formateurs de vie pour moi. Tu vois, Ok. ils m'ont apporté énormément. T'en Vraiment. parles souvent en plus de tes formateurs. Ah, ils ont transformé ma vie, ça, y a pas de doute, quoi. Reconnaissance éternelle, quoi. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, généralement, le cursus se sépare sur la plupart des écoles en technicien puis praticien. Ouais. Donc, vraiment, la technique de l'hypnose, pas forcément liée au changement thérapeutique envers l'autre. Mhm. Donc, c'est vraiment comment tu hypnotises quelqu'un. Donc, tu apprends les suggestions indirectes, c'est-à-dire comment parler en dissimulant dans ton langage des suggestions indirectes, donc en fait des procédés de manipulation, mais pas dans le sens infect du terme qu'on connaît Ouais. habituellement, des procédés qui vont contourner les barrières conscientes de quelqu'un pour l'amener dans un état positif, un truc Ouais. agréable et tout. Donc tu apprends ça, tu apprends la synchronisation, comme j'avais parlé tout à l'heure, tu apprends aussi les métaprogrammes, des choses comme ça. Et donc ensuite, la partie praticien, là, ça va être vraiment beaucoup plus de travail sur soi. Comment être Mm. un praticien, comment être un thérapeute en fait. Parce Ouais. que ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de travail sur soi. Ça demande, par exemple, tu apprends la position basse. Donc la position basse, ça va être que tu es prêt à rentrer dans le monde de l'autre sans jugement. Des fois, il y a Ok. des... Tu vois, par exemple, si moi j'étais encore hypnothérapeute aujourd'hui et que j'avais affaire à un viandard qui adore sa viande et tout, pendant l'heure où on sera ensemble, j'en aurais rien à foutre. Il fait ce qu'il veut, et même si moi je suis vegan, il n'y a pas de jugement et je suis prêt à l'aimer cette personne. Ouais. Tu vois, et ça s'apprend, c'est un truc. Moi, ça m'est jamais arrivé, pardon. Mais j'ai discuté avec des formateurs qui ont eu affaire, par exemple, à des pédophiles et qui étaient là pour se soigner justement Mm. de leurs problématiques. Et ils se devaient, pour une thérapie efficiente, d'être sans jugement, de ne pas avoir Ouais. de grief contre la personne qui a commis des actes pourtant voilà, affreux. Mm. Et donc c'est tout un art, hein, là, ça C'est demande. chaud. C'est chaud, c'est chaud. Moi, j'ai pas eu de cas où quelqu'un avait fait quelque chose qui m'empêche, tu vois. Ou en tout cas, les rares fois où j'aurais pu, j'ai refusé justement parce Ouais. que j'étais pas prêt. Je lui ai dit non, ça je peux pas, voilà, je suis pas prêt à recevoir cette personne pour ces raisons-là, tu vois. Mm. Et donc, une fois que tu as fait le praticien, si l'école pense que tu as le niveau, quoi, bah, Ouais. elle te donne ton diplôme. Moi, dans mon cas, il y avait un espèce d'examen final, mais je crois qu'il y est plus maintenant parce qu'ils font tout au contrôle continu, en gros, Ouais. sachant qu'il n'y a pas de notes, hein, mais en fait, ils t'observent. Il y a des formateurs tout le temps, pendant tous les exercices qui passent, tout le temps. Et c'est de la pratique non-stop. On travaille souvent en groupe de trois, où il y a donc un praticien, un sujet, de l'expérience et un observateur. Et on Ouais. tourne. Et dans les trois rôles, t'apprends énormément, en fait. Mm. Et, donc moi, mon examen final, c'était des consignes différentes pour toutes les personnes. C'est-à-dire qu'on allait faire une séance devant tout le monde, donc il y avait un peu d'appréhension quand même, hein, dans mon Mhm. cas, avec une consigne qui était souvent adaptée à tes problématiques à toi. Ok. Et donc moi, par exemple, il m'a demandé d'hypnotiser quelqu'un en binôme avec un autre hypnotiseur. Donc j'y ai vu un problème de tu sais pas laisser la main à l'autre, tu vois. Ouais. Voilà. Et ça a été un sacré exercice pour moi. J'arrivais pas bien à rebondir sur ce que l'autre apportait. J'étais pas bien dans l'adaptation à ce qui se passait, tu vois. Mm. J'essayais trop d'avoir le lead. Et, euh, et voilà, une fois que tu as ce diplôme, après, tu as d'autres formations qui sont très intéressantes avec des spécialités. Ouais. Genre hypnose rapide pour, par exemple, les urgentistes, les pompiers, les gens qui ont besoin de créer une anesthésie très rapidement parce qu'il y a une personne Mm. qui vient de perdre son bras, là, tu vois, qui s'est fait arracher un membre et tout. Des choses comme ça. Tu as des formations en psychopathologie pour mieux appréhender les situations où en fait c'est pas de ton ressort. Ok. Tu vois, moi j'ai eu affaire à quelques personnes où je savais pas, parce que j'ai pas eu cette formation là, mais je me disais schizophrène, il y a un truc. Enfin,
il y a un vrai problème, tu vois. Donc, je Mm. les redirige. Tu prends pas les gens que tu peux pas Ouais. soigner, quoi. Et donc, voilà à quoi ressemble le cursus, en gros, quoi. C'est 1 mois de formation dans la plupart des écoles pour avoir le titre de praticien. Ok. Et c'est des années et des années de pratique pour être réellement un bon praticien. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que t'es pas un bon thérapeute avec juste tu lis des livres, tu fais des formations, c'est pas suffisant. C'est un travail de toute une vie et c'est pour ça d'ailleurs que je ne le pratique plus maintenant. Parce que au début je voulais faire youtubeur slash hypnose, Mhm. mais en fait tu fais pas ce métier à moitié. Bah, C'est trop dur. ça me fait rebondir sur une expérience personnelle du coup, Ouais. parce que ça tombe exactement dedans. Tu dis, c'est pas en quelques mois que t'es hypnothérapeute, c'est un travail de toute une vie. Ouais. Ça me fait penser à deux choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, la photo et la vidéo, Mhm. c'est quelque chose où je suis en train d'en vivre. Et plein de gens me demandent comment t'as fait pour faire des photos comme ça, combien de temps ça t'a pris. C'est toujours les mêmes questions, toujours, toujours, toujours. Et à chaque fois, je leur dis, j'ai pas appris à faire des photos, j'ai juste fait des photos et j'ai vu les erreurs que je faisais. Et malheureusement, c'est que c'est comme toujours, mais t'es obligé de passer par la phase d'échec pour apprendre. Ouais. Et c'est un commentaire d'ailleurs qu'on a reçu il y a pas longtemps où la personne dit on a dit dans un podcast que tout ce qu'on vous disait, c'était ce qu'on voulait que vous évitiez de faire. On voulait vous l'éviter. Ah En oui, fait, j'ai commenté. Ouais, parce d'accord. qu'on se dit, vous allez gagner du temps en le faisant. Et la personne a dit, mais est-ce qu'on n'est pas plus ou moins obligé de passer par ces phases-là pour justement apprendre? Bah, oui et non. C'est-à-dire que oui, vous êtes obligé de passer par ces phases-là pour apprendre, sauf que si vous savez déjà comment réagir à ces phases-là, parce que vous avez déjà, entre guillemets, lu des livres ou appris des choses sur ces phases-là, et bah, c'est très simple à traiter en fait. C'est beaucoup plus simple à rebondir sur quelque chose dont vous savez comment faire. Si vous savez comment faire une PLS quand vous voyez quelqu'un qui a fait un coma éthylique, par exemple, c'est plus simple que de sortir son téléphone, aller checker la PLS et faire étape par étape, quoi. Mm. Et ça me fait rebondir sur un autre truc avant, Ouais. c'est que tu as dit en gros que tu voulais faire ça. En gros, tu voulais faire de l'hypnose et youtubeur aussi. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé aussi, c'est que j'avais sorti une marque de vêtements, Open Dream, Mhm. et je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire ça et de la vidéo à côté. Ouais. C'est-à-dire que faire les deux, si je délègue pas une partie du travail, c'est impossible. Parce que j'ai essayé de faire 2 travails à plein temps dans une vie normale. Ouais. Et on a tous 24 heures. Mais ça à la limite, enfin, moi je suis pas tout à fait d'accord. Parce que moi, quand je dis ça, c'est que euh, le travail d'hypnotiseur demande beaucoup trop de travail sur soi et de recherche pour être vraiment un excellent thérapeute. Mm. Et tu peux pas plaisanter avec la santé mentale des gens, tu Bien vois. sûr. Alors que je considère que faire de la photo, ou faire. Si moi je voulais faire un YouTube et des vêtements, d'ailleurs je le fais, et ben je peux, mais je vais être moins bon dans les deux que si je faisais tout en même c'est temps. ça en fait. Mais c'est faisable. Alors que moi je parle Oui. du métier de thérapeute, tu peux pas te permettre Ouais. de pas être excellent. C'est pas une bonne idée, tu vois, c'est ça que je voulais dire en fait. Bah, là, le truc, c'est que c'est comme tu as dit, t'impliques la santé mentale des gens. Donc, Ouais. oui, non. Enfin, non, tu peux pas te permettre de faire 2 choses à la fois. Ouais. Tu peux faire 2 choses à la fois. Mais le truc, c'est que si tu fais 2 choses à la fois, tu te concentres moins sur les deux. Et Ouais. automatiquement, t'es moins. Ça- Moi, je voulais créer une marque de vêtements. Et je voulais pas juste avoir de la merch comme j'ai aujourd'hui, par exemple. Mm. Je voulais vraiment faire une marque. Et le problème, c'est que faire une marque et faire autre chose à côté, bah, c'est pas. C'est C'est pas comme galère. ça que ça se passe, quoi. Enfin, faut déléguer le travail, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Et ouais, c'est normal de. Enfin, si tu sors d'une école au bout d'un mois, tu peux ouvrir ton cabinet, hein, puisque techniquement tu peux, Mm. mais il faut quand même faire des recherches de son côté, je pense. Énormément. Il y a un gros travail, c'est ce que tu dis, hein, il y a un gros travail sur soi à fournir. Ouais, c'est ça. Moi, ce qu'on m'avait conseillé, c'était à la fois de lire beaucoup, mais d'écrire aussi. Ouais. Genre, le côté technique de l'hypnose et peut être poussé à l'infini. Genre, mon formateur Kevin Finel, il me semble qu'à l'heure actuelle encore, et tous les jours, il écrit 10 suggestions indirectes. Donc, les suggestions indirectes, comme je disais, c'est une phrase dans laquelle il va y avoir dissimulé un procédé pour t'amener dans un état. T'amener à, je sais pas, être en introspection, t'amener à avoir une main qui devient plus légère. Voilà, et c'est un art, c'est l'art des mots, tu vois. Ouais. Et quand t'es dans les niveaux de Milton Erickson et tout, Milton Erickson, c'est un mec, il pouvait te parler de jardinage et te faire arrêter de fumer en même temps, avec entièrement de l'hypnose conversationnelle, entièrement des mots cachés dans les mots, des sens cachés dans les trucs et tout. Ça demande un niveau de... Voilà, et donc ça se travaille toute la vie, quoi, ça s'arrête jamais. Mm.
Et donc, Putain, ouais, faut... faut- Mais c'est quand t'as la passion, tu vois, c'est voilà, quoi. Ah, c'est comme tout, hein, si t'es passionné de la chose, tu vois pas le travail, donc C'est ça, ouais. c'est normal. Et ouais, je voulais conseiller quelques lectures pour ceux qui s'intéressent soit à ce J'ai métier, lecteur, mais- pour pratiquer ou peut-être juste par curiosité. Donc il y a L'hypnose orientée vers la solution de Bill O'Hanlon et M. Martin. Bon, c'est Bill O'Hanlon, je le connais surtout. Lui, en fait, c'est un séminaire retranscrit à l'écrit. Ouais. Donc c'est comme si tu étais élève, comme les formations que j'ai fait, avec un formateur, mais c'est d'un niveau d'hypnose débutant. C'est-à-dire que tu jamais vu ce que c'est, tu sais pas comment ça marche. Et là-dedans, tu le découvres jusqu'à la fin du. Je crois que c'est tout un praticien, c'est tout un technicien. Je sais plus s'il y a vraiment le côté praticien dedans et tout, mais ça fait longtemps que je l'ai pas lu. T'as aussi Transformation qui a été écrit par donc les deux créateurs de la PNL, donc Mhm. John Grinder et Richard Bandler. Transformation, donc c'est en deux mots, c'est un jeu de mots. Quelle bande de plaisantins. Et lui, pareil, il me semble que c'est un séminaire qui a été retranscrit aussi. Après, si vous êtes plus chaud, plus investi dans le truc et tout, c'est un séminaire avec Milton Erickson, ça s'appelle, je crois. C'est un bouquin rose. Il me semble que ça s'appelle Un séminaire avec Milton Erickson. Ouais. Mais là, c'est de la lecture compliquée, là. C'est violent. Ouais, parce que Milton, il a un niveau. Ouais. Tu sais, le mec est tellement excellent, il a pas le temps d'expliquer tout. Donc, c'est une lecture moins digeste, mais passionnant aussi. Si ça t'intéresse, voilà, ça fonctionne. Donc, on vous mettra ces liens dans la, Ouais, dans vous avez la les liens description juste en YouTube. Ouais. Autre chose, Billy, je ne sais plus. Moi, j'ai un dernier sujet que je voudrais aborder, mais on va l'aborder dans la partie audio only, Ok. je pense. À moins que tu aies d'autres choses, toi, à traiter ici. Bah, je sais plus. En fait, j'en ai plein d'autres, mais là, j'ai pas mal parlé et tout. On pourra parler de ça dans d'autres Bah, podcasts. le truc, c'est que l'hypnose, c'est un sujet qui revient assez souvent dans les podcasts, puisque même si on n'en parle pas directement, quand nous, on parle de sujet, on utilise des connaissances qu'on a apprises. Et je sais que tu utilises pas mal de procédés comme ça quand on parle sur les podcasts. Ouais. Mais on va y venir tout de suite. Donc je vous remercie à toutes les personnes qui ont suivi ce podcast sur YouTube en live avec nous. Enfin, live différé. Du coup, c'est pas un live, ça n'a Du plus coup, rien à voir. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On vous met les liens des livres qu'on a abordés dans la description et les noms des personnes que Blouson a traité. Et on se retrouve tout de suite dans la partie audio, donc sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. A tout de suite. Gros bisous. À toutes. Est-ce que tu as déjà utilisé des procédés d'hypnose sur moi? Bah, des procès. Oui, oui.